Alors bonjour, je me présente Linda Binas, détentrice d'un doctorat en sociologie et spécialiste de la mesure d'impact social. D'où vient le besoin de réaliser cette étude? En fait, il s'agissait de mesurer l'impact social du soutien communautaire en logement social, donc de documenter la contribution du soutien communautaire en logement social. L'exercice devait permettre de dépasser le senti, la perception, donc ce qu'on ressent comme apport, comme contribution, pour aller vers des faits. Donc, le besoin était celui de déterminer avec justesse la contribution, l'apport du soutien communautaire auprès des locataires de logements sociaux. Et pourquoi cette étude a été réalisée? Cette mesure d'impact social a été envisagée dans le cadre de la mise à jour du guide d'application du programme en lien avec le soutien communautaire en logement social. Cet exercice était d'une importance stratégique pour plusieurs partenaires qui souhaitaient voir la dotation du programme bonifiée. Si on regarde du côté des partenaires du projet, il y en avait 5. Le SUS de l'Estrichus qui coordonne le projet, l'Office municipal d'habitation, donc l'OMH de Granby, l'OMH de Sherbrooke, la Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie et enfin la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. C'est la première fois en Estrie que ce type d'étude est réalisée? Oui, il s'agit de la première étude de ce genre en Estrie et la première mesure d'impact social portant sur un programme gouvernemental dans la région. Les mesures d'impact social se présentent souvent comme étant la clé pour faire connaître et reconnaître des actions, des activités, des projets ou encore des programmes. Elles sont parfois réalisées, comme c'est le cas ici, pour établir une adéquation entre un programme et le financement qui lui est accordé. Parlez-nous un peu de quel a été le plus gros défi dans la réalisation de cette étude. Alors clairement, le plus gros défi, ça a été la pandémie de la COVID-19. Nous avons débuté le recueil de données durant la deuxième semaine du mois de mars 2020, donc dès les débuts de la première vague de la pandémie. Nous nous adressions à des organismes communautaires qui se trouvaient dans le feu de l'action et nous venions les solliciter pour la tenue d'entretiens téléphoniques à réaliser auprès de leurs intervenants et intervenantes en soutien communautaire et auprès de locataires ou de bénéficiaires de services. Le tout donc a ralenti le processus. Dans ce contexte particulier, nous avons dû procéder en 2 phases pour la cueillette des données. La deuxième phase a été réalisée en octobre 2020, alors que les organismes visés avaient pu s'installer dans la gestion de la crise et asseoir des procédures et processus d'intervention. Quel est le profil type des locataires? Alors, la très grande majorité des locataires vivent seuls dans leur logement. En moyenne, ils résident dans le logement social depuis 5 ans. Parmi ces locataires, 20% étaient sans domicile fixe avant leur arrivée dans le logement social. Ici, on fait référence plus fortement à une vie dans la rue, donc une vie sans toit, plutôt qu'à une situation d'itinérance. Une situation d'itinérance étant reliée au fait de vivre chez des proches, des amis, des parents, généralement sur de courtes périodes et en alternance. Les autres locataires vivaient soit en habitation à loyer modique, soit dans une coopérative d'habitation, dans un autre logement, chez des amis ou encore dans une maison de thérapie. Plus de la moitié des locataires n'avaient pas vécu une stabilité résidentielle. Alors une stabilité résidentielle, c'est de vivre plus de 2 ans dans le même logement. Donc, plus de la moitié des locataires n'avaient pas connu une telle stabilité résidentielle au cours de leur vie. Si on regarde du côté des principales problématiques qui caractérisent les locataires, on parle notamment de problématiques en lien avec la santé mentale. Et ce qu'on nous a dit, puisqu'on a travaillé durant la pandémie, première vague et début de la deuxième vague, les problématiques de santé mentale ont été largement amplifiées par la pandémie et durant la pandémie. On parle aussi de consommation, de toxicomanie, donc de dépendance aux substances, de trauma, d'itinérance, donc soit dans la rue, soit sans logement stable ou adéquat, ou de risque d'itinérance, de vulnérabilité économique, d'isolement, de mauvais traitements vécus par les aînés, de difficultés à créer des liens sains et significatifs, de désaffiliation sociale, parfois même avec les membres de la famille, de problèmes de santé tels que la maladie d'Alzheimer, et de problématiques liées à l'immigration. Alors on parle alors de gangs de rue, rassemblements, vente de substances illicites, de ghettoisation, de difficultés d'adaptation et de problématiques en lien avec leurs compétences parentales. Et qu'est-ce qui les amène à opter pour ce type de logement? Alors généralement ils y viennent pour avoir un toit, pour se sentir en sécurité,
pour avoir une stabilité mentale, pour avoir la volonté de cesser la consommation de drogue et ou d'alcool, pour bénéficier d'un soutien professionnel, donc d'un soutien communautaire, pour pouvoir joindre les deux bouts et pour briser l'isolement. Quel est l'apport du soutien communautaire? Alors, du point de vue des locataires, l'apport du soutien communautaire, qui se fait dans un climat de confiance réciproque, sécurise et leur procure un réel soutien, un appui, un réconfort, une écoute, une compréhension de la situation dans laquelle ils vivent et une stabilité résidentielle, ce qui pour certains signifie la fin de la vie dans la rue. Avez-vous observé des problématiques liées à ce type d'habitation? La principale problématique est en lien avec la consommation de drogue et d'alcool de certains locataires. En fait, ceci vient nuire à l'arrêt de la consommation et au maintien de celui-ci chez les autres locataires. Donc il y a comme une cohabitation entre personnes qui ont cessé et personnes qui en consomment encore, et ce qui n'est pas sans créer des conflits dans les habitations. Qu'est-ce que le soutien communautaire apporte aux locataires? Les intervenants constatent des apports notables au niveau personnel, physique, social, psychologique et dans certains cas professionnel. Au niveau personnel et physique, on parle de la consolidation de l'estime de soi, du développement de l'autonomie, de la reprise de pouvoir sur leur propre vie, du développement de saines habitudes de vie, d'une mise en mouvement, d'une mise en action, d'une sécurité alimentaire, de l'apprentissage d'une meilleure consommation, donc une consommation avertie, notamment au niveau des drogues, d'une plus grande sécurité, présence sécuritaire, établissement d'un climat de confiance et enfin d'une stabilité résidentielle. Dans certains cas, le passage dans une habitation communautaire représente un tremplin vers un logement privé, donc vers un logement non subventionné. Si on regarde maintenant au niveau social et psychologique, on parle notamment d'une reprise de pouvoir du citoyen, du développement d'habiletés sociales, d'un fonctionnement dans un milieu caractérisé par une mixité sociale, du développement d'une solidarité entre les locataires, d'une diminution du stress et de l'anxiété, d'une baisse des idées suicidaires et d'une réduction des méfaits. Enfin, au niveau professionnel, les apports se situent dans la connaissance de leurs forces et de leurs faiblesses, dans la découverte de ce qu'ils aiment, dans l'acquisition d'une connaissance de base et dans l'obtention du diplôme secondaire pour certains locataires. Et quels changements ont-ils pu observer chez les locataires? On constate que les locataires sont plus à l'écoute de l'autre, moins centrés sur eux. Ils ont développé une capacité de communication plus sereine, ce qui facilite la participation à la vie communautaire de l'habitation et ce qui facilite aussi la création de leur propre réseau social dans l'habitation. Ils sont en mesure de développer un bon voisinage et d'augmenter le nombre de relations sociales positives et significatives, allant jusqu'au développement d'une confiance mutuelle entre locataires. Les intervenants constatent par ailleurs une amélioration de la santé psychologique des locataires, donc diminution des hospitalisations, diminution des crises de paranoïa et autres problématiques. Une amélioration de leur santé physique avec la fin de leur dépendance aux substances et avec un accès facilité aux services de santé. Par exemple, un certain nombre de locataires n'avaient même pas de carte d'assurance maladie avant même d'arriver dans le logement social. Enfin, la vie en habitation communautaire fait en sorte que les locataires constatent qu'ils ne sont pas les seuls à avoir des difficultés de quelque ordre que ce soit, ce qui facilite une prise en main et une mise en mouvement. Et quels sont les plus grands défis pour les intervenants? Les intervenants doivent gérer les conflits, les tensions et les frictions de voisinage entre les locataires. Ils doivent aussi agir sur la gestion de la colère, la gestion des émotions, les préjugés et sur le risque représenté par la cohabitation de personnes ayant mis fin à leur dépendance aux substances et de personnes qui consomment. À un autre niveau, les intervenants doivent établir un ordre de priorité des besoins des locataires. Et là, c'est très déchirant parce qu'en fait, ce qu'ils nous disaient, c'est que pour chaque locataire, ses propres besoins ou son propre besoin est prioritaire, est important. Donc, pour eux, le fait de voir arriver un nombre important de locataires avec des besoins spécifiques, mais ils sont dans l'obligation de gérer ces priorités-là, d'établir une liste de priorités, parce qu'en fait, il manque de temps. Ils sont responsables généralement d'un grand nombre de logements et de locataires. Pour vous donner un exemple, on parle parfois de 2 intervenants pour 33 immeubles, ce qui représente plus de 800 logements. Pourquoi avoir voulu considérer le point de vue des proches dans cette étude? Le point de vue des locataires est essentiel dans une mesure d'impact social du soutien communautaire.
Ils peuvent témoigner de ce que celui-ci a apporté dans leur vie à quelque niveau que ce soit. Le point de vue des proches vient compléter ce témoignage avec une vision externe, tant au niveau de la situation vécue par les locataires avant leur arrivée dans l'habitation communautaire, qu'au niveau des changements vécus grâce à la vie en logement social et au soutien communautaire. On a donc accès à une vision 360. Quelle est l'implication des proches dans le choix de l'habitation et dans la démarche du soutien communautaire? Les futurs locataires prennent la décision de venir vivre dans une habitation communautaire, soit sur les conseils d'un travailleur ou d'une travailleuse de rue, soit par référence du CLSC et parfois sur les conseils de leurs proches qui voient la présence du soutien communautaire, donc un soutien professionnel, comme étant nécessaire. Donc les proches ont une part et jouent parfois un rôle dans la prise de décision d'aller vivre en logement social. Et quels changements ont-ils perçus chez les locataires? Alors les proches constatent un changement d'attitude et de comportement, une plus grande maturité, une plus grande stabilité. Les locataires ont un point d'ancrage et une diminution des problématiques psychologiques, par exemple, diminution des crises d'angoisse, des crises d'anxiété. L'écoute des intervenants autant que leur compréhension du vécu des locataires joue, du point de vue des proches, un rôle majeur au niveau de ces changements. Les proches mettent aussi de l'avant une plus grande sécurité. Le locataire n'est plus dans la rue ou sans domicile fixe. Et une exposition moindre à la consommation et aux problématiques de santé mentale. Est-ce que les proches voient un bénéfice à la présence des intervenants et du soutien communautaire? Alors, comme je le précisais il y a quelques instants, certains proches ont encouragé le membre de leur famille à se loger dans une habitation communautaire parce qu'ils pourraient bénéficier d'un soutien professionnel, soutien dont ils ou elles avaient besoin. De leur point de vue, tous les changements qui sont opérés chez le membre de la famille locataire sont dus à la présence et au travail des intervenants communautaires. Ils parlent alors de bonds de géants, de développement d'amitié et parfois même de développement d'un réseau d'amis et de l'acquisition d'une maturité. Pour eux, ce sont des milieux de vie très importants, ils sont primordiaux. Linda, est-ce qu'il y a eu des surprises ou des résultats inattendus? En fait, cette mesure d'impact social met l'accent sur l'importance du soutien communautaire et sur son apport auprès des locataires, tant au niveau personnel, psychologique, physique que social et dans certains cas professionnel. Par leur soutien professionnel visant l'intégration ou le maintien dans le milieu de vie de personnes et familles ayant des besoins particuliers, les intervenants communautaires contribuent à leur intégration et à leur participation sociale. Les résultats de cette mesure d'impact social mettent aussi l'accent sur les problématiques auxquelles font face les locataires et qui, pour la majorité d'entre elles, les placent dans une situation d'isolement, de consommation, de bris social et dans une situation où la sécurité fait défaut. Enfin, cette mesure d'impact social documente la charge de travail qui repose sur les épaules des intervenants et intervenantes communautaires par manque d'effectifs et par un ratio intervenant nombre de logements ou intervenant nombre de locataires excessivement élevé.